Bonjour. Bonjour. Alors, ah oui. Ok, vous êtes 4 pour l'instant. On va attendre un peu que tout le monde arrive. En attendant que tout le monde arrive, si certains d'entre vous ont des questions. Je suis prêt à les entendre. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aurais une question par rapport au CC de demain sur Oui, le cours. oui, Dans le programme du CC, il y oui, aura le TD qu'on aura fait sur l'électrostatique et tout le CM. c'est ça. Mais en fait, dans le CM, comme il y a trop de, il y a trop de pages et je ne sais pas retenir quoi exactement pour la magnétostatique et l'induction. Bah, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir principalement bah, les grandes lois, hein. Il n'y en a pas non plus. Alors, je ne sais pas si on repart du début. Donc, il faut connaître bah, ça, la force de Coulomb, Oui, d'accord, la force qui s'exerce. Voilà. Le champ. Alors, où est-ce qu'on avait vu? C'était après. On avait vu donc le champ, le champ, le champ. Non, c'était l'exercice d'après. Parce que là, j'ai pas le cours. Alors, je peux pas vous montrer sur le cours, mais voilà. Donc, le champ électrique créé par une charge ou une distribution de charge en un point de l'espace. d'accord, D'accord? Donc, la force de Coulomb. Le champ E créé par une charge ou une distribution de charge. d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Il faut savoir ça, c'est-à-dire que comment on détermine le potentiel Oui, électrostatique à partir du champ, hein, E égale moins grade de V. oui. Et il faut connaître, alors on ne l'avait pas utilisé là, mais on aurait pu, et il faut connaître ça, c'est-à-dire La symétrie et l'invariance. voilà, les opérations de symétrie et d'invariance. D'accord? C'est-à-dire pour un D'accord. champ électrique, si on a un plan de symétrie, E est dans le plan de symétrie, pour un point du plan. Oui, Et si on regarde dans un point en dehors du plan, E est symétrique oui, par rapport au plan. d'accord. OK? Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la spire après, vous vous souvenez? Au-dessus de la spire, le champ il est vers le haut, en dessous de la spire, il est vers le Et bas. là pas. Oui, OK? Et si on a un plan d'antisymétrie, à ce moment-là, c'est l'inverse. E est perpendiculaire au plan de symétrie.
pour un point du plan de symétrie Donc il y a antisymétrie. et an ouais et OK, antisymétrique pour un point en dehors du plan. Et puis d'accord. ensuite, les lois d'invariance, qui sont, bah, si on a une invariance, de translation selon un axe, bah, on n'a pas de dépendance selon cette coordonnée, donc par exemple ici par rapport à z. Et puis si on a une invariance par rotation d'un angle θ, bah, on n'a pas de dépendance en fonction de cet angle θ, En fonction de R du coup. en fonction de θ, l'angle. Et OK. Ah OK, OK, d'accord. Ouais. Ah oui, et puis pour le champ électrique, donc il faut connaître donc ces propriétés de symétrie et d'invariance, hein, pour le champ électrique. Et puis finalement, ce qu'il faut connaître, c'est le théorème de Gauss. Théorème de Gauss. D'accord? D'accord, et ça serait le même exemple si on tombe sur des exos sur la symétrie de enfin sur, le théorème de Gauss, ce Ouais. sera le même type d'exo qu'on avait au TD? Ah, de toute façon, théorème de Gauss, c'est toujours le même type d'exo, hein. C'est-à-dire que vous déterminez, vous cherchez à calculer le flux à travers une surface fermée, Oui, OK? Et ce flux à travers la surface fermée, eh bien, il est égal à la somme des charges qu'il y a à l'intérieur de la surface divisé par epsilon 0. Donc, vous vous souvenez, souvent, on va utiliser en fait des surfaces qui vont être des cylindres. C'est souvent le cas, hein, dans les exercices. oui, De manière à ce que bah, le flux à travers certaines surfaces s'annule, alors que le flux à travers d'autres surfaces, comme c'est le produit scalaire EDS, ça se simplifie simplement par le produit EDS. Vous vous souvenez de ça? Ce qu'on avait fait mmh ici, là? oui, On avait une surface fermée et donc du coup, ben, ici, on avait que comme le champ électrique ici, il est le long de l'axe, bah, sur le haut et le bas du cylindre, on a simplement le produit scalaire EDS qui est égal à EDS. Et donc, quand on intègre sur la surface, ben, comme on a E qui est constant sur la surface, ça fait simplement E fois la surface. Et puis, pour la paroi du cylindre, ben, E, il est du coup perpendiculaire à DS. Et donc, le produit donc scalaire est c'est nul, 0 hein. Donc, voilà, c'est et toujours, on va toujours choisir ce genre de surface pour calculer le flux, quoi. D'accord? Donc, ça, c'est pour le oui, champ électrique. oui, Ensuite, pour le champ magnétique, ben, bon, il faut connaître un petit peu les mêmes types de lois, mais cette fois-ci pour le champ magnétique. Alors, est-ce qu'il a là, je ne sais pas si j'ai Biot et Savart quelque part. Oui, si on l'a après. Oui, si on l'avait fait, la loi de Bury-Savart, ouais. Voilà, hein, c'est ça. Donc il faut connaître la loi de Biot et Savart. les 4 formes, OK, les Oui, mais surfaces en volumes. fait, vous voyez que les formes, en fait, elles se déduisent les unes des autres, hein. Ah oui, Vous voyez ça? Que ça se déduit les unes des autres? Regardez, si vous prenez donc la première forme qui est pour une particule, en fait, on a toujours le facteur mu0 sur 4pi devant, et puis oui, ensuite, on a le produit scalaire QV vectoriel UPM. C'est toujours divisé par la distance au carré, PM au carré. Vous voyez que, en fait, ce qui va changer ensuite, si on passe à un circuit avec un fil ou si on a une distribution de surface ou une distribution volumique, la seule chose qui change, vous voyez, c'est le QV. Ça, c'est la charge qui est en mouvement. Si vous avez un courant, ben, l'équivalent de la charge en mouvement, c'est le IDL. D'accord? Vous avez un courant I sur une longueur. oui, Si vous avez une surface, ben, c'est le courant de surface, J. J, Et si vous avez un volume, ben, c'est la densité de charge volumique qui se nomme J. Alors, en général, courant de surface, c'est JS. Et la densité de volumique, c'est. Vous voyez? Donc, en fait, la seule chose qui va changer, c'est effectivement les charges en mouvement qui sont présentes. d'accord. OK? Donc, une fois que vous en avez une, en fait, vous avez les autres. Il suffit de transformer cette charge en mouvement. Soit c'est une particule, soit c'est un mouvement sur un fil, soit c'est une surface, soit c'est un volume, quoi.
Ok. D'accord? Donc, il faut connaître Biot et Savart. Il faut connaître aussi les symétries. Oui. D'accord? Alors, attention ici, donc les symétries, donc c'est un peu l'inverse, si vous voulez, des symétries dans le cas du champ électrique. C'est-à-dire qu'ici, si on a un plan de symétrie, à ce moment-là, B, pour un point du plan de symétrie, il est perpendiculaire au plan de symétrie. Oui, c'est l'inverse du C'est premier l'inverse du chapitre. champ électrique, en fait. Ouais. Oui. Et si vous avez un plan d'antisymétrie, à ce moment-là, B, il est contenu dans le plan d'antisymétrie. D'accord. D'accord? Donc voilà, souvenez-vous que si vous avez les symétries pour le champ électrique, vous pouvez retrouver les symétries pour le champ magnétique, c'est l'inverse en fait. Ok. Et puis ensuite, pour les invariances, là, pour le coup, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez une invariance selon un axe, par une translation selon un axe, ça ne dépend pas de cet axe. Donc ici, par exemple, si c'est par rapport à Z, le B, il ne dépendra pas de Z. Et puis, si vous avez une invariance par rotation, ça ne dépend pas de l'angle de rotation. Donc ça, c'est la même chose que pour le champ électrique. Ok. OK? Et enfin, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Faut connaître le théorème d'Ampère. Ah oui, ça aussi. Hein. Théorème d'Ampère, alors on ne l'a pas encore revu. On va le voir, j'espère, aujourd'hui, si on arrive au bout. Théorème d'Ampère, donc il est là. Mhm. D'accord? Alors cette fois-ci, c'est la circulation du champ magnétique sur un contour fermé. D'accord? Donc, au lieu d'être le flux, comme on a pour le théorème de Gauss, ici, c'est la circulation selon une ligne qui entoure les courants. Ok. D'accord? Mais vous voyez que la loi elle ressemble assez. Et ça, c'est égal à mu0 fois la somme des courants. Les courants à l'intérieur. Monsieur, il faut Oui. connaître l'expression locale aussi ou pas? Non. Ah, Non, on ne vous d'accord. demande pas l'expression locale. Ça, vous verrez ça au second semestre. Ok. Donc, dans le cours, en fait, à chaque fois qu'il parle d'expression locale, Ouais, c'est juste voilà, pour vous dire que ça mène à autre chose après, mais là, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. d'accord. D'accord? Voilà pour ce qui est du champ électrique et du champ magnétique. Donc, vous voyez que ça ne fait pas non plus tant d'expressions que ça à connaître, quoi. Oui. Hein? Oui. D'accord? Donc, en Force fait, de Coulomb, champ électrique créé par une distribution de charge, symétrie et invariance, théorème de Gauss, Biot et Savart, théorème d'Ampère. du coup, les forces de Lorentz, c'est la place, on n'a pas besoin. Ah, est-ce que vous aurez besoin des forces de Lorentz et de Laplace? Oui, peut-être. Peut-être, ouais. C'est la pleine. Ouais. On l'a utilisé, nous? Est-ce qu'on a utilisé? Non, on n'a pas fait d'exercice. Non. Sur Lorentz, c'est la place, non, on l'a pas fait. On n'a pas fait. Hein. Les débuts de la magnétique. C'est-à-dire les débuts? Alors, dans la partie, au tout début de la partie magnétique, dans notre feuille de TD. Ouais. Alors là, je l'ai pas. Est-ce que j'ai ça quelque part? Force de Laplace, ouais. Ouais. Donc effectivement, il faut connaître la force de Laplace. Donc effectivement, la force qui s'exerce sur un fil parcouru par un courant plongé dans un champ magnétique.
Donc, c'est Oui. l'intégrale sur le fil de IDL vectoriel B. Et Mais bon, vous n'aurez pas d'exercice là-dessus, en tout cas, hein. ce sera vraiment des questions de cours alors. C'est ça. Pour- Ouais. Sur la partie, en fait, les exercices vont porter sur la partie électrostatique. D'accord. Oui. Et après, si vous avez d'autres questions, ce sera des questions de cours sur la partie magnétique. Et alors après, en induction, je ne sais pas exactement ce que vous avez fait en cours. Vous avez fini le cours? Oui. Oui, on a fini. Ok. Mais alors là, pour le coup, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans votre cours en induction. Il y a le flux du champ magnétique, Ouais, les forces électromotrices, ouais. Donc ça, il faut la connaître. loi de De Faraday. Faraday Et la aussi. loi de Ouais. Faraday. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est. Oui. Ouais. Donc il faut connaître l'expression de la force électromagnétique. La force, oui, d'induction. Et pourquoi je ne retrouve pas non. Alors attendez, je regarde rapidement. Ok. Ok, donc effectivement, il faut connaître la force électromotrice. Donc, la force électromotrice, si vous regardez, ça ressemble. Bon, enfin, ouais, ça m'embête un peu de. Est-ce que vous avez. Ouais, c'est ça, il y a la loi de Faraday. Oui, il faut connaître ces deux choses-là, quoi. D'accord, ok. Ça marche. Monsieur, Oui, dans la loi de Faraday, il faut connaître quoi exactement? Il faut connaître le flux d'un champ magnétique et la notion ah, de force électromotrice. ouais. D'accord. Oups. J'ai perdu quelque chose. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir que la force électromotrice, donc c'est l'intégrale sur un contour fermé du champ électrique scalaire dl, et savoir que c'est aussi égal à la variation dans le temps du flux du champ magnétique. D'accord. Si vous regardez, il y a une forme de symétrie, hein, par rapport au théorème de Gauss et au théorème d'Ampère. C'est- D'accord? Puisque le théorème de Gauss, en fait, c'est le flux du champ électrique.
Ouais. D'accord. Oui. Le flux du champ électrique sur une surface fermée, c'est égal à la somme des courants qu'il y a à l'intérieur divisé par epsilon 0. D'accord. OK? Ici, ce dont on parle, c'est le flux du champ magnétique, du coup, dans la loi de Faraday. D'accord. Alors, c'est la variation dans le temps de ce flux du champ magnétique. Et de l'autre côté, donc ce qu'il y a de l'autre côté de l'équation, vous voyez que c'est la circulation finalement de E du produit scalaire EdL. Et ça, c'est ce qu'on a aussi dans le théorème d'Ampère pour le champ magnétique. Hein, dans le théorème d'Ampère, c'est la circulation du champ magnétique sur un contour fermé de EdL qui est égal à mu0 fois la somme des courants. Donc, vous voyez, dans ces lois, il y a une forme de symétrie, en fait, qui est présente entre le champ électrique et le champ magnétique. Et en fait, ça, c'est ce que vous verrez au second semestre, c'est qu'en fait, toutes ces lois-là, finalement, on peut les mettre toutes ensemble, notamment à partir de leur expression locale. C'est ce qu'on appelle les équations de Maxwell. Ok. Marche. OK. Et si le contrôle, il durera 40 minutes à peu près, c'est ça? Ouais, 45 minutes, je crois. 45 minutes? D'accord. Ouais. Et je pense que vous avez, je sais plus, je crois que c'est une demi-heure de pause entre les deux. Donc, vous avez un premier contrôle, c'est sur l'énergétique. C'est d'abord base de l'électromagnétisme, et Ah, après c'est énergétique, je crois. d'accord. OK, c'est dans ce sens-là. Non, on commence par l'énergétique et puis on termine par la base. Ah. Ah, ça, 9h30, c'est énergétique? Ok. Oui. Bon, enfin, en tout cas, vous allez avoir le premier qui va durer 45 minutes. Après, je crois qu'on va vous faire sortir pour aérer et tout ça pendant une demi-heure. Et après, vous revenez et de nouveau 45 minutes. D'accord. Et monsieur, ça commence à quelle heure, s'il vous plaît? Alors ça, vous devez savoir. C'est 10h30, dans l'emploi du temps. C'est quoi, 9h30, non? ouais. Ouais. OK. Bon. Ça va pour ça? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois sur le champ magnétique créé par une spire? Parce qu'on va s'en servir aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez ce qu'on a vu, hein? Comment on déterminait ce champ magnétique, notamment quand on a vu les propriétés de symétrie, qui nous disent que finalement, si on prend sur un point de l'axe, on se retrouve avec quelque chose de relativement simple, hein, puisque le champ magnétique, ça va être simplement une composante selon Z, dirigée selon UZ. OK? Et puis ensuite, à partir de Biot et Savart, donc on peut déterminer la forme en fait qu'a ce champ magnétique. Et on fait ça en fait en intégrant le la relation de Biot et Savart. Le long du fil, quoi. OK. Et au final, donc on tombe sur une expression du champ magnétique qui est de cette forme, c'est-à-dire que B, c'est mu0 I sur 2, et on multiplie par R carré sur R carré plus Z carré puissance 3,5.
OK. Ce qu'on avait vu aussi, donc, c'est que du coup, ce qu'on voit, c'est que la dépendance en Z, hein, elle est dans le R carré plus Z carré puissance 3,5. Donc du coup, ça veut dire que vous voyez que si on transforme Z en moins Z, ben, finalement, on retombe sur la même expression. Donc si on se situe à une certaine distance de la spire, donc à une distance Z de la spire, ben, on va avoir le même champ magnétique que si on se situe à la distance opposée. Donc ça veut dire que si vous imaginez plusieurs spires qui sont empilées les unes sur les autres, ben, en fait, tous les champs magnétiques de toutes les spires vont s'ajouter les uns aux autres. OK, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc, on va utiliser ça pour regarder le champ magnétique créé par ce qu'on appelle un solénoïde. Donc, un solénoïde, en fait, c'est un empilement de spires. Enfin, on peut considérer ça comme un empilement de spires. En fait, c'est un fil entouré sur un cylindre. Donc, on a un certain nombre de tours qui sont faits avec une certaine épaisseur de fil. Et puis ensuite, ben, si on fait passer un courant dans ce fil, eh bien, on va créer un champ magnétique. Donc, chacun des tours, en fait, du fil, on peut considérer ça comme une spire. Donc, en fait, tous les tours peuvent être considérés comme une somme de spires, en fait. Et donc, le champ magnétique créé par chaque spire va s'ajouter à toutes les autres spires. OK? Donc, tout ça, ça permet finalement de créer un champ magnétique qui va au final être relativement important, et d'autant plus important que vous avez beaucoup de spires, puisque en fait, toutes les spires ajoutent leur champ magnétique. Peut-être je peux mettre en plein écran. Voilà. OK, donc dans l'exercice, on va considérer donc comme si c'était un enroulement de spires circulaires jointives, donc comme une somme de spires qui ont chacun un rayon qui est égal. Hein, on a un seul rayon qui est le rayon R de la spire. Alors, un paramètre important, ça va être le nombre de spires par unité de longueur. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. C'est-à-dire, si vous prenez une certaine longueur ici du solénoïde, bah ici, vous allez pouvoir compter le nombre de spires. D'accord? Si on prend la longueur dz', là, vous voyez que dans cette dz', on peut compter 1, 2, 3, 4, 5 spires. Donc, imaginons que le dz', là, il fasse 1 cm, par exemple. Bah ici, on aurait un nombre de spires par unité de longueur qui serait 5 spires dans 1 cm, donc 5 spires par centimètre. D'accord? Donc, c'est ça qui va être le paramètre important qui va nous permettre de calculer le champ magnétique créé par cet ensemble de spires. OK, donc ici, vous voyez que toutes les spires, elles sont portées en fait par un cylindre où on va prendre en fait l'axe Z orienté selon ce cylindre. Alors, on prend l'axe Z orienté de manière à ce que la règle du tire-bouchon soit vérifiée. Hein. Donc, quand on tourne dans le sens où on visse, donc de la gauche vers la droite, on a l'axe qui est dirigé vers le haut. OK? C'est ce qu'on a ici hein, sur le dessin. Ici, si vous relevez si vous mettez vertical ce cylindre, quand le courant I va de la gauche vers la droite, à ce moment-là, vous montez. Donc, vous avez un axe Z dirigé vers le haut. OK? OK, alors la première chose qu'on va faire, c'est de faire un petit rappel sur justement le champ magnétique créé par une spire.
Donc, on va reprendre le résultat de l'exercice 2, c'est-à-dire le champ créé par une spire unique. Et alors ici, pour les calculs, en fait, on va avoir besoin. Alors, si vous vous souvenez, donc si je vous rappelle, je vais essayer de le réécrire là. Donc le champ B, si je... Ah, faut que je prenne le crayon. Le champ B, oh, je pourrais revenir en arrière. Le champ B qui est créé par la spire a une certaine distance. Je vais revenir en arrière pour vous le remontrer. Donc le champ B, ici, créé par la spire en un certain point M, à une distance Z, donc c'est mu0 I sur 2, R carré sur R carré plus Z carré puissance 3,5. D'accord? Donc on réécrit ça simplement. B, donc en un point M, s'il veut bien écrire, donc c'est mu0 I sur 2, R carré sur R carré plus Z carré puissance 3,5. Ok, c'est dirigé selon UZ. Ok, donc ici, pour traiter la suite du problème, en fait, il est plus simple de repasser par les angles. Alors, repasser par les angles, ça veut dire qu'en fait, vous voyez, on vous demande d'exprimer donc cette expression de B en fonction de cet angle alpha là. D'accord? L'angle alpha, c'est l'angle entre l'axe ici au Z et le vecteur PM. D'accord? C'est-à-dire c'est le vecteur qui relie la spire à un point M de l'axe. Ok, donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a ici un vecteur alpha, on veut l'exprimer en fonction de quel paramètre? Ben, qu'est-ce qu'on connaît en fait? Qu'est-ce qui rentre dans le B là? On voit que ce qui rentre, c'est il y a du R. Donc R, c'est la distance entre O et P. Hein, c'est cette distance-là. Monsieur, vous avez écrit où? Parce qu'on ne voit pas ce que vous avez écrit. Ah zut. Vous voyez pas ce que j'ai écrit? Non. En tout cas, moi, je vois pas. Ah, c'est bizarre ça. Alors si je change. Vous voyez là? Ah Non. non, d'accord, je sais pourquoi. Attendez, je suis à vous dans une seconde. C'est que j'ai oublié de relancer le partage d'écran. Hop, là vous voyez? Oui. Ouais, c'est ça. J'avais oublié de relancer le partage d'écran. Ok, donc ce que j'ai réécrit en fait, c'est le champ magnétique. D'accord? Mu0 I sur 2, R carré sur R carré plus Z carré puissance 3,5. D'accord? J'ai juste repris l'expression qu'on avait à l'exercice 2. Et donc ce que je vous disais, donc, c'est que on va chercher à introduire l'angle alpha ici, qui est l'angle entre l'axe Z et le vecteur ici PM. Ce point-là, c'est P, ce point-là, c'est M, donc c'est cet angle-là. OK? Alors, si on regarde ce qu'il y a dans l'expression de B ici, on a du R. Donc R, c'est la distance entre O et P. Et puis on a du Z. Z, c'est la distance entre O et M. D'accord? C'est cette distance-là, Z. OK, donc quelle est la relation entre R, Z et alpha? Monsieur, Oui? c'est avec sinus alpha. Ouais. OK. Alors, sinus alpha, c'est égal à quoi? On va faire sinus alpha R sur... C'était quoi l'autre côté que vous avez dit? R sur l'hypoténuse. D'accord. Et donc, l'hypoténuse, elle est égale à quoi?
C'est Z. Non, Z, c'est pas l'hypoténuse. C'est le truc en vert, mais Ouais. je sais pas, on l'a nommé comment? Bah, quelle longueur il a, le truc en vert, là? C'est la ouais, c'est ouais. C'est PM, pardon. Oui, c'est PM. Ah oui, ok, bah PM, PM. c'est quoi la longueur de PM? Alors c'est moins, ça va être moins R, Bah ou non, c'est moins Ah, OP. c'est R au carré plus Z carré, non? c'est Enfin, racine. racine. Ouais, c'est Racine ça. de R au C'est carré plus Z racine carrée de R carré plus Z carré. Z. Hein, c'est l'hypoténuse. La somme des carrés du côté opposé plus le côté adjacent. D'accord? Ok, donc finalement, le sinus alpha, il est égal à ça. Ok? Oui. Ok. Si on regarde l'expression qu'on a ici pour B, vous voyez que ce qui apparaît ici dans l'expression, ici au dénominateur, c'est R carré plus Z carré puissance 3,5. Donc c'est quasiment ce qu'on a là, mais élevé au cube. D'accord? Si vous écrivez sinus au cube de alpha, ça va vous faire, donc du coup, R au cube divisé par R carré plus Z carré puissance 3,5. Racine carrée, c'est puissance 1,5. Là, c'est un R. D'accord? Donc c'est quasiment ce qu'on a ici dans l'expression de B. À un facteur, vous voyez qu'il faut multiplier en fait, ou diviser sinus cube alpha par R pour retrouver ce qu'on a au-dessus là. Autrement dit, vous voyez que BM, donc c'est mu0i sur 2, je divise par R et je multiplie par sinus cube alpha. OK? Donc vous voyez que maintenant, on a une expression de B en fait au point M qui dépend simplement de l'angle alpha. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé Z en quelque chose qui dépend de l'angle alpha. C'est une autre manière de l'exprimer, en fait. Ça va pour ça? Oui. Ok, donc ça c'est la même chose, hein, c'est juste écrit proprement. Ok, donc maintenant c'est ça qu'on va utiliser. Alors, donc on va utiliser la question précédente. Et ce qu'on vous dit, c'est calculer le champ dBm. Donc dBm, ça veut dire c'est une petite variation de B. D'accord? Une variation infinitésimale de B. Créée en un point M de l'axe au Z par les dn spires centrés sur une longueur dz. Alors on vous dit, exprimez tout d'abord ce champ magnétique en fonction de dz, puis en fonction de d alpha. Ok, donc là il y a plusieurs étapes. Alors la première étape, c'est d'exprimer dB compte tenu de la valeur de B. Alors je vous rappelle la valeur de B ici, parce qu'on l'a sur la page d'avant, mais je vais la remettre ici. B en M, c'est donc mu0i sur 2R sinus cube alpha uz. Ok, ça c'est créé par une spire. Alors maintenant, si on veut le champ créé par n spires, comment est-ce qu'on va faire? Comme tous les champs s'ajoutent, d'accord? Comme les champs créés les champs, pardon. Comme les champs
comme les champs créés par chaque spire s'ajoute, bah, pour une spire, j'ai ce champ B. Pour dn spires, hein, c'est bien ça, hein, dn, c'est le nombre de spires sur une certaine longueur. Donc, les dn spires vont créer un champ, bah, donc on le nomme dBm, qui est égal au champ créé par une spire multiplié par le nombre de spires. D'accord? Chaque spire crée un champ Bm. Donc, si on a dn spires, ça crée un champ Bm fois dn. D'accord? Chaque spire crée un champ Bm, pardon. Et on a dn spires. Donc, dn spires crée un champ dBm égale à Bm multiplié par dn. Tout simplement. Monsieur, Oui. pourquoi vous avez mis un D devant N? Parce que c'est la notation qui est utilisée ici, vous voyez? Par les dn spires centrés sur une longueur dz. D'accord? Ici, si vous regardez sur le dessin, le dn, on peut les Oui. compter, hein, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Non. Ok. Ici, dn égale 5. Ouais. Ok. C'est le nombre de spires qu'on a sur une longueur dz. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi on a cette notation-là? Parce que, en fait, n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Donc, en fait, ça serait dn divisé par la longueur dz. dz', on l'appelle. D'accord? Oui. Donc, en fait, vous voyez ici aussi que dn, en fait, ça va être n dz'. D'accord? Donc, finalement, on peut introduire ça ici aussi. Donc, ça fait Bm multiplié par n dz'. Ok, alors je peux remettre toute l'expression, hein. Donc, du coup, ça me fait mu0. Alors, je mets le n ici. N i sur 2r sinus cube alpha fois dz'. Ok, donc ça, c'est la première expression. Vous voyez, on a calculé le champ dBm créé en un point M sur une longueur dz'. Donc, on a exprimé en fonction de dz'. Alors maintenant, il va falloir exprimer dz' en fonction de d alpha. D'accord? Exprimons dz' en fonction de d alpha. Alors, la première chose à faire pour pouvoir faire ça, c'est exprimer déjà alpha en fonction de, si on appelle z' la distance ici, donc en fonction de z', et puis les autres paramètres qu'on a, c'est quoi? Alors, z', c'est la longueur OP.
On connaît R aussi. Je vous rappelle que pour calculer ici le champ B, hein, ce qu'on regarde, c'est au point P, ici, quel est donc le point P, il est sur la spire, hein, qui serait en avant un peu de nous là. Donc si vous vous souvenez, hein, l'angle alpha qu'on avait regardé, bah, il est indiqué ici d'ailleurs. D'accord. Alors ici, c'est comme si on avait un point P en fait qui est là-haut, hein. OK, l'angle alpha, c'est l'angle entre ici le point sur l'axe et le point M. D'accord? Par rapport au problème à une spire qu'on avait tout à l'heure. OK? Simplement la différence ici, c'est que tout à l'heure, le O, il était placé à la verticale de P là. Maintenant, il va falloir qu'on tienne compte du fait qu'on a un petit décalage ici. Que donc on est en un point, on va l'appeler O' si vous voulez. Ah, je récupère mon crayon. D'accord? Le point sur l'axe, là, je l'appelle O'. Et donc la distance OO', c'est égal à Z'. Alors, je vais écrire ça. Donc OO' égale à Z'. OK. Ah non, P, c'est le point sur l'axe, pardon. Pardon. Ici, P, c'est le point sur l'axe. Je vous raconte des bêtises. Ce point-là, c'est le point P, en fait. Ici, c'est ce qu'on appelle le point P, c'est le point qui est ici sur l'axe. Ouais, en fait, je pense que le dessin n'est pas bien foutu. OK. Alors, donc ici, on a la distance PM. Ici, on a la distance R. Attendez. OK. Alors du coup, ici, c'est OP qui est égal à Z'. Donc en fait, ici, ce qu'on va avoir, pour avoir cet angle-là, là, l'angle alpha, donc le triangle rectangle maintenant, c'est celui qui passe par le centre, là, qui fait ça. Donc l'angle alpha, en fait, il est relié à R et à PM. Et en fait, c'est la tangente de l'angle. Donc vous avez tangente alpha qui est égale à R, le côté opposé, sur PM, le côté adjacent. D'accord? C'est-à-dire ça, le côté opposé à l'angle alpha, sur PM, ici, qui est là. Ça, c'est moche ce que je fais là. C'est un peu... OK, l'angle alpha ici, c'est donc l'angle
la tangente de l'angle alpha, pardon, c'est donc le rapport entre le côté opposé sur le côté adjacent. OK. Alors, si j'exprime ça en fonction de Z', là, il faut que je fasse rentrer donc le R, OK, on le connaît. Je vais donc avoir ici PO plus OM. OK. Alors, ici, donc, ça veut dire que j'ai R sur OM moins PO et je vais l'écrire, moins PO Monsieur, c'est avec moins PO ou moins OP? moins OP, tout à fait, moins OP. Moins OP. Et donc avec OP qui est égal à Z'. OK, donc finalement, je vais avoir donc tangente alpha qui est égal à R sur OM moins Z'. OK, vous voyez qu'avec cette relation-là, j'ai relié alpha à Z'. Donc, à partir de là, je peux exprimer Z'. Alors, en fait, je vais exprimer OM moins Z'. J'inverse la relation, hein, c'est R divisé par tangente alpha. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Simplement, je vais différencier cette équation, c'est-à-dire que je vais dériver tangente alpha. Je vais dériver. Donc, à gauche, ici, si je calcule la différentielle de ça, donc c'est la dérivée de cette expression-là. OM, c'est une constante. Hein, le point M, il est fixe ici. Ce qui va changer, c'est le point P, hein, qui va pouvoir varier le long du solénoïde. Donc, OM, c'est une constante. Donc, si je prends la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, ici, à gauche, je vais avoir simplement moins dz'. Et puis, à droite, donc, je vais dériver par rapport à alpha. Donc, je vais avoir R d alpha. Et puis, il faut que je calcule la dérivée de tangente alpha. De 1 sur tangente alpha, pardon. Donc, la dérivée de 1 sur U, c'est U' sur U au carré. D'accord? Si je pose U égale tangente alpha. Donc, la dérivée de tangente alpha, vous connaissez ça? Euh, 1 sur, 1 sur cosinus carré alpha. Tout à fait. 1 sur cosinus carré alpha. Et puis, donc ça, c'est U' sur U au carré. Donc, sur 1 sur tangente carré alpha. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir que j'efface. Donc, je vais effacer un petit peu en haut, là. J'efface ce que j'ai en haut. Je vais juste garder une expression ici de dB. Alors, je vais même effacer ça. OK, alors qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc, si je reprends mon expression ici, donc j'ai moins dz, ou je vais mettre dz', c'est égal à moins R d alpha. Et puis ici, donc j'ai 1 sur cosinus carré multiplié par 1 sur tangente carré. Alors, 1 sur
bon, tangente, c'est sinus sur cosinus. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, tangente carrée, c'est sinus carré sur cosinus carré. Donc, 1 sur tangente carré, c'est cosinus carré sur sinus carré. Donc, du coup, 1 sur cosinus carré fois 1 sur tangente carré, ben, ça fait simplement sinus carré alpha. Non, 1 sur sinus carré alpha, pardon. « 1 sur sinus carré alpha. » OK? Ça va, ça? Donc, je vais diviser ici par sinus carré alpha, en fait. D'accord? Tangente alpha, c'est sinus sur cosinus. Tangente carré alpha, c'est sinus carré sur cosinus carré. 1 sur tangente carré alpha, c'est cosinus carré sur sinus carré. Donc, je vais avoir cosinus carré sur sinus carré fois 1 sur cosinus carré. Les cosinus carrés se simplifient. Il me reste 1 sur sinus carré. OK, donc du coup, vous voyez que mon dz, c'est moins r d alpha sur sinus carré alpha. Donc, je vais pouvoir le remplacer maintenant dans cette expression-là. Donc, du coup, ça va me donner un dBm. Alors, j'ai oublié ici, mais tout ça, c'est des vecteurs, en fait. Hein, donc, ici, il manque le vecteur uz. Et le dBm, ici, c'est un vecteur aussi. Donc, le dBm, donc je vais remplacer ici le dz' par la valeur qui est là. Alors, je vois que j'ai un moins. Je recopie ici, mu0 ni sur 2r sinus cube alpha, et je multiplie par dz', donc je multiplie par r sur sinus carré alpha fois d alpha. OK, donc au final, ici, vous voyez que donc, ici, les R vont se simplifier là. J'ai un R ici, un R là. Et puis, vous voyez qu'ici, j'ai un sinus carré alpha et ici, un sinus cube. Donc, il va me rester juste un sinus alpha. Donc, il va me rester moins mu0 ni sur 2 sinus alpha d alpha. Je vais le réécrire, le n, là, parce qu'il n'est pas beau. Voilà, donc finalement, j'ai une expression de dBm qui est relativement simple. Hein. Mu0, c'est une constante. Hein. N, c'est une constante aussi, c'est le nombre de spires par unité de longueur. I, c'est une constante, c'est le courant qui traverse chaque spire. Et puis ici, donc, j'ai juste une variation qui est en sinus alpha d alpha. Alors, normalement, tout ça, c'est selon uz. Hein. Donc, il ne faudrait pas que j'oublie ici mon petit uz. OK? Bon, voilà. Ce qu'on a fait ici, hein, c'est qu'on a fait un changement de variable de manière à ensuite pouvoir intégrer plus facilement pour additionner chacune des spires. Là. Bon, c'est une manière de faire. Hein. On aurait pu aussi éventuellement garder le z, l'expression en fonction de z,
et intégrer en fonction de z. Mais bon, ça donne une expression qui est un peu plus compliquée avec des intégrales qui ne sont pas forcément évidentes. Là, vous allez voir que ça va s'intégrer assez facilement, puisque en fait, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer en fonction de alpha. Hein, vous voyez que pour le dire autrement, vous voyez qu'ici, je cherche le champ magnétique au point M. Donc, il va falloir que j'intègre entre ce bout-là du solénoïde et ce bout-là. Et vu de M, ce qui va changer, finalement, ça va être l'angle ici que j'ai entre le point ici au bout du solénoïde, qui va avoir un angle alpha 1, et puis le point au bout ici du solénoïde, qui va avoir un angle alpha 2. Donc en fait, je vais intégrer ici entre alpha 1 et alpha 2. OK? OK. Alors, bon, ça, c'est juste pour le corriger, que je vous mettrai à disposition. Et donc, au final, donc je l'ai réécrit ici. Ici, au final, donc on va donc avoir dBm. Donc ici, je l'ai mis en norme. Je n'ai pas mis le vecteur, mais on sait que c'est selon uz. Donc, c'est mu0i sur 2r sinus cube alpha, n dz'. Et donc, si je remplace dz' par sa valeur, je vais avoir ici un... Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le signe. Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Que ici, j'ai dû oublier. Ah oui. Ici, quand je dérive, quand j'ai dérivé 1 sur tangente alpha, en fait, c'est moins U' sur U carré. Donc, en fait, j'ai un signe moins qui vient ici. Ici, c'est moins U'. Alors, soit je le mets ici, soit je le mets là. Mais j'ai un signe moins qui vient dans la dérivée ici. La dérivée de 1 sur U. J'ai une fonction 1 sur U. La dérivée, donc c'est comme U puissance moins 1. Donc, c'est moins U' sur U au carré. D'accord? Donc, en fait, ici, j'avais oublié le moins. Donc, en fait, le moins qui est ici va se simplifier avec celui qui est de l'autre côté en dz. Donc, au final, ici, c'est bien un plus. Donc, ici, c'est bien des plus partout. OK, désolé pour l'oubli du signe. Là. Donc, ici, j'ai bien un plus. Donc, finalement, je retrouve donc cette expression. Le dBm, donc c'est mu0i sur 2, n sinus alpha d alpha. OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième question, donc on va intégrer le champ élémentaire dBm entre les deux extrémités du solénoïde. Et on va donc déduire l'expression du champ total en un point de l'axe en fonction de alpha 1 et alpha 2, qui sont les angles qui vont être définis, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, si on a un solénoïde ici qui a une longueur dessinée comme ça, sinon j'ai l'impression qu'il... Ok, on a un solénoïde ici. Et on regarde en un point M qui se situe là.
les angles alpha 1 et alpha 2. Donc, ça va être ces angles qui vont être définis ici par l'angle entre cette position-là et cette position-là. Donc, on va avoir alpha 1 ici et alpha 2 là. OK? C'est l'angle par rapport à la verticale quand M regarde un point, un côté et l'autre du solénoïde. D'accord? Donc, c'est l'angle sous lesquels les premières et les dernières spires sont vues quand on se place au point M. OK, bah, du coup, donc, ce qu'il faut faire, hein, c'est intégrer ce champ élémentaire créé par les spires contenus dans des Z. Eh bien, on va intégrer ça entre les deux angles alpha 1 et alpha 2. Donc, on reprend cette expression-là et on l'intègre entre les deux angles alpha 1 et alpha 2. OK, alors mu0 i sur 2n, ça c'est une constante. Donc, on peut la sortir de l'intégrale. Donc, on trouve mu0 i sur 2n. Et donc, on a juste à intégrer sinus alpha d alpha. Et donc, la primitive de sinus alpha d alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc, on va avoir moins cosinus alpha pris entre alpha 1 et alpha 2. Donc, ça fait moins cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1. Donc, ça fait BM au final, c'est mu0 i sur 2 cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Voilà, le cheminement est assez... bon, ce n'est pas forcément très intuitif hein, au départ. Mais voilà, une fois guidé, je pense que vous pouvez suivre les développements, quoi. OK. Alors, maintenant, donc ça, c'est pour un solide qui a une certaine longueur. D'accord? Pour un solide qui a une certaine longueur, en un point M de l'axe, eh bien, on va pouvoir déterminer quel est le champ magnétique créé en ce point M. Moi, je vous rappelle, hein, ce champ magnétique, il est dirigé selon UZ, hein, donc il va être comme ça, quoi. Si vous connaissez... ici, on pourrait réexprimer, si vous voulez, les cosinus de alpha 1 et alpha 2, on pourrait les réexprimer en fonction de la longueur du solénoïde et de la distance au point M, connaissant le rayon ici. Hein, si vous connaissez le rayon ici, si vous connaissez la longueur du solénoïde là, et que vous connaissez la distance au point M là, alors en général, on prend plutôt par rapport à un point O qui est ici, hein, bah vous allez être capable de déterminer quel est le cosinus de l'angle alpha là. D'accord? Le cosinus de l'angle alpha, bah, ça va être ici la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, vous pouvez l'exprimer en fonction de la longueur et du rayon. OK, donc on peut ici facilement calculer pour ce solénoïde d'une certaine longueur quelle est la valeur de cosinus alpha 1 et cosinus alpha 2, et donc de calculer en un point M quel est le champ magnétique créé en ce point M. OK? Alors maintenant, on va passer à un cas où même cette expression-là se simplifie encore. C'est le cas où on a un solénoïde qui est de très grande longueur. Donc ça veut dire que vous allez regarder donc un solénoïde, on va imaginer, qui s'étend ici. Hein, ce solénoïde-là, on va imaginer qu'il s'étend
ici jusqu'à l'infini. OK? Et puis de l'autre côté, ici aussi, hein, il s'étend jusqu'à l'infini. Bon, alors, bon, bien sûr, hein, infini, ça, on ne va jamais atteindre l'infini, mais imaginons que l'on aille jusqu'à des très grandes longueurs, où on puisse considérer qu'on est quasiment à l'infini. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de montrer à partir des résultats précédents que, eh bien, finalement, le champ magnétique sur l'axe, il va être égal simplement à mu0 ni. Ce qui finalement donne une expression très simple, vous voyez. Alors, je vous rappelle l'expression précédente. C'est donc B en M est égal à mu0 ni sur 2 cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2. Alors, je vous laisse réfléchir 5 minutes à comment est-ce qu'on passe de cette expression-là à celle-là, compte tenu du fait qu'ici, on a un solénoïde qui s'étend, on va dire, vers l'infini du côté gauche et vers l'infini du côté droit. Monsieur, Oui, vous avez demandé pour la dernière expression que vous venez d'écrire. oui. Donc, vous partez de cette expression-là. Et qu'est-ce qui se passe quand alpha 1, enfin, qu'est-ce qui se passe pour alpha 1 quand le solénoïde devient très, très, très grand? Qu'est-ce qui se passe pour alpha 2 quand le solénoïde devient très, très, très grand de l'autre côté? Bah, si alpha 1 devient grand, s'il s'étend jusqu'à moins l'infini, Ouais, bah, ça va se rapprocher de 0, non? c'est ça. D'accord? Quand ici, effectivement, la longueur ici, là, elle devient très grande. Donc, vous voyez que l'angle alpha 1, là, il diminue de plus en plus. Oui. Hein? Et donc, effectivement, si on va à l'infini, bah, du coup, alpha 1, il va tendre vers 0. Ouais? Oui. Donc, alpha 1 tend vers 0. Qu'est-ce que ça va donner pour le cosinus de alpha 1? Cosinus de 0, ça fait combien? Cosinus de 0, c'est C'est 1. 1. OK. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Pour alpha 2, Ouais. alpha 2, bah, pareil, ça va 1, non, quoique. Alors, ici, donc, imaginons que ce soit cette longueur-là. Alpha 2, hein, c'est cet angle-là. Donc, si on va à une très grande longueur ici, alpha 2, lui, il va tendre vers
Alpha 2, vous voyez que c'est cet angle-là? Donc ici, si ça tend Oui. vers l'infini, ben, vous voyez que alpha 2, en fait, il tend vers 180 degrés, en fait. Vers pi. C'est un angle plat, quoi. Oui? D'accord. Alors, cosinus de pi, c'est combien? Cosinus de pi. C'est 1. Non. C'est 0. On est sur le cercle trigonométrique. D'accord? Vous avez le cercle trigonométrique. Le cosinus, il est donné par la valeur ici sur l'axe horizontal. Donc, quand l'angle il tend vers 0, ça tend ici vers 1. Et quand l'angle il tend vers pi, donc on tend vers ici, Vers ça moins. tend vers moins 1. Ah, ok. Ah, oui, c'est vrai. D'accord? Cosinus de pi, c'est moins 1. Donc ici, ça Monsieur, tend vers moins 1. j'ai juste pas compris pour alpha 2. Si alpha 2 devient grand, il deviendra pas grand comme alpha 1. Il va juste... Bah, vous voyez que les deux ne sont pas mesurés du même... Vous voyez ici, alpha 2, il est beaucoup plus grand que alpha 1. Oui. Oui. Si vous faites tendre ce point-là de ce côté-là, Ah, du coup, il imaginons va que vous venir soyez ici. Bah, alpha 2, du coup, c'est l'angle qui est là. D'accord. Ah, ok, d'accord. J'ai compris. D'accord? Donc, si Et- vous allez jusqu'à l'infini, bah, finalement, ça va être l'angle qui fait tout le tour, c'est-à-dire pi. Ok. OK? Donc, du coup, bah, maintenant, si je remets ça dans l'expression de B, là, donc j'ai mu 0 ni, pardon, sur 2. Ici, j'ai cosinus alpha 1 qui vaut 1, moins cosinus alpha 2 qui vaut moins 1. Donc, j'ai 1 moins moins 1, ça fait 2. Ça va simplifier avec le 2 qui est en dessous. Je n'oublie pas le uz ici. Et donc, bah, les deux, ça va simplifier avec le 2 qui est en dessous. Et donc, il va me rester juste mu 0 ni. Ah oui, et on retrouve la formule. Du qu'on voulait haut. trouver. Ok. Voilà. Et on retrouve la formule d'ici. D'accord. Le D'accord? sujet, Donc, c'est... Excusez-moi. C'était juste comment? comment on a... Moi, c'est le alpha 1. Comment on a déduit que c'était égal à 0 en fait? Bah, le alpha 1, vous voyez que c'est l'angle entre le point M ici Oui? et ce point-là. D'accord. D'accord? Donc, si ce point-là, vous le faites tendre vers l'infini de ce côté-là, vous voyez que le alpha 1, il grandit, il rate ici de plus en plus. Quand je suis en ce point-là, le alpha 1, il est donné par cet angle-là, là, tout petit angle. Ah oui, donc du coup, il va se rapprocher de Donc, 0. du coup, voilà. Si vous tendez vers l'infini ici, il va se rapprocher de 0. Donc, il va tendre vers 0. D'accord. Et du coup, alpha 2, lui, il devenait plus grand, c'est ça? C'est ça. Alpha 2, lui, il tend de l'autre côté. Donc, il va tendre vers un angle de plus en plus grand. Ah, et c'est comme ça, du coup, qu'on trouve pi, Jusqu'à 180 pi. degrés angle pi. Voilà. D'accord. Ouais. D'accord? D'accord, merci. OK, donc finalement, ce qu'on voit, hein, c'est que quand on a un solénoïde infini, le champ à l'intérieur du solénoïde, hein, puisque du coup, là, on se retrouve à l'intérieur du solénoïde hein, pour le point M, eh bien, le champ à l'intérieur du solénoïde, il est constant, en fait. Il est toujours égal à cette valeur-là, mu 0 ni. OK? Sur l'axe. Hein, ça, c'est le champ sur l'axe. OK, donc ça, c'est voilà, fait proprement. Vous verrez ça dans la correction. OK, maintenant, la dernière partie, ça va consister justement à déterminer ce champ quand on est à l'intérieur ou quand on est à l'extérieur du solénoïde. Donc, ah zut, bon, c'est pas grave, je ne vais pas vous le faire chercher, mais OK. Donc, ce qu'on va regarder ici, c'est comme ce qu'on avait regardé pour la spire.
c'est quelles sont les symétries du problème. On va regarder les symétries et les invariances. OK, donc on va prendre donc, ce solénoïde infini, hein, et on va regarder donc quelles sont les directions et les dépendances du champ magnétique compte tenu des symétries et des invariances du problème. OK, ici, je vous ai remis le trièdre composé des vecteurs UR, Uθ, UZ en un point, de la spire, là, comme on avait précédemment dans l'exercice sur la spire. OK, alors qu'est-ce qu'on va avoir comme plan de symétrie? Ben, si on a un solénoïde qui s'étend d'un côté et de l'autre vers l'infini, OK, si vous prenez un plan qui est perpendiculaire au solénoïde, c'est-à-dire un plan vertical ici, hein, un plan qui est selon UR, Uθ, vous voyez qu'il coupe le solénoïde en deux, et donc ça va être un plan de symétrie en fait. OK, ce que vous avez à gauche, c'est la même chose que ce que vous avez à droite. Oui. OK, Monsieur, donc oui, vous avez pris UR et Uθ, oui. mais UR, ça va vers le bas, mais Non, UR, il va. Alors, ici, ça serait par rapport à un. Alors, bon, je sais pas, j'ai peut-être pas. Il aurait peut-être mieux fallu que je le dessine ici, si vous voulez. Ici, ça, c'est le centre. D'accord? oui. Si on prend en un point M ici, Oh, UR, il est comme ça. euh, Et Uθ, il lui est directement perpendiculaire comme ça. Et UZ, il est comme ça. OK? Vous voyez? Donc là, si on coupe par rapport à UR et Uθ, on aura un plan de symétrie? Oui, c'est comme si on faisait une tranche, en fait, dans le solénoïde. Ah, ok. D'accord? C'est le plan vertical, en fait, qui coupe le solénoïde en tranches. D'accord, mais du coup, en vrai, ça coupe qu'un UR, parce que c'est que UR qui va couper, en fait. Non, c'est un plan. Donc, il faut deux directions pour un plan. Ok. Hein? Donc, c'est le plan soutenu par les vecteurs UR, Uθ. UR et Uθ. Ok, d'accord. Bonjour. Vous le voyez ou pas? Ah, pas vraiment. Enfin, j'arrive pas à voir. Bah, c'est comme pour la spire. Vous vous souvenez pour la spire? On a une spire Oui. ici. Le Oui. plan de la spire, c'est un plan de symétrie. Oui. Hein? Donc, Bah, là, c'est la même chose en fait ici. C'est comme si vous preniez le plan d'une des spires, quoi. Le plan d'une des spires, ce que vous aurez à gauche d'une des spires, bah, vous avez un solénoïde, donc un empilement de spires qui s'étend vers l'infini. Et puis de l'autre côté, à droite, vous aurez aussi un empilement de spires qui s'étend vers l'infini. Donc vous avez la même chose en fait à gauche et à droite. ok. OK? Donc quand on a un plan de symétrie, eh bien on sait que le champ B est perpendiculaire à ce plan de symétrie. OK? Ça, il faut le savoir pour demain. Du coup, bah, ça veut dire que s'il est perpendiculaire à UR et Uθ, hein, au plan soutenu par UR et Uθ, bah, ça veut dire qu'il va être selon UZ. OK? Donc B, en fait, il est selon UZ. On sait qu'il est selon UZ. Alors, en fait, on pourrait trouver d'autres plans de symétrie. Hein, si vous regardez bien, en fait, les plans qui coupent, alors cette fois-ci dans le sens de la longueur, le solénoïde. Donc, par exemple, le plan UZ-Uθ ou le plan UR-UZ, eh bien, c'est aussi des plans de symétrie. Alors, non, pour le coup, c'est des plans d'antisymétrie. Et monsieur, comment on sait que c'est des plans d'antisymétrie? C'est ça que j'arrive pas Bah, à comprendre. en fait, c'est exactement le même problème que pour la spire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le courant qui va dans ce sens-là,
Et si vous prenez de l'autre côté de la spire, alors je vais le dessiner sur... Attendez. Je vais le dessiner sur cette spire-là. J'efface ça, là. OK. Imaginez que vous coupiez ici selon, on va dire, la moitié de la spire, là. D'accord? C'est un plan qui coupe comme ça la spire en deux. OK? Donc, Oui. d'un côté, vous avez un courant qui va dans ce sens-là, et de l'autre, vous avez un courant qui va dans ce sens-là. Donc, vous voyez que les courants d'un côté et de l'autre, ils sont opposés, en fait. D'accord. Comme on avait pour la spire, hein, c'est exactement la même chose. Ah, et du coup, en fait, là, URUθ, c'est un plan de symétrie parce que le courant électrique, il va dans le même sens. Bah oui, puisqu'on on est sur un plan qui contient, en fait, le courant. D'accord. Hein? Si vous prenez le plan qui, cette fois-ci, est comme ça, d'accord? La spire, elle est dans le plan. Oui. Donc, le courant, c'est le même que vous soyez... si vous prenez à gauche, vous aurez la même chose. Un courant qui va dans ce sens-là. Et à droite, vous aurez un courant qui va dans ce sens-là, dans le même. C'est symétrique. Alors que ici, si vous coupez dans la tranche, en travers du solénoïde, vous coupez la spire en deux. Et donc, vous avez un courant dans un sens d'un côté et un courant dans un sens de l'autre. C'est comme on avait pour la spire, en fait. Hein. C'est juste qu'ici, on a un empilement de spires, mais sinon, c'est la même chose. D'accord. OK? Donc, en fait, le plan, en fait, il est asymétrique quand le courant, en fait, il n'est pas du même sens. Exactement. C'est pareil pour le champ électromagnétique. Pour le champ électrostatique, Oui. alors, sauf que pour le champ électrostatique, ce n'est pas les courants qu'on regarde, c'est les charges. Oui, c'est les charges, pardon. Mais du coup, dans D'accord? ce cas-là, les charges aussi, elles ne Donc, sont pas de même. donc, il faut qu'effectivement, si on a des charges qui sont de signes opposés d'un côté et de l'autre du plan de symétrie pour le champ électrostatique, à ce moment-là, c'est un plan d'antisymétrie. Si on a des charges qui sont de même signe d'un côté et de l'autre, à ce moment-là, c'est un plan de symétrie. D'accord. Mais du coup, les charges, en fait, elles se déplacent comme le courant ou... Non, c'est que le courant, c'est un déplacement de charge. D'accord. Alors bon, si vous voulez, vous pouvez dire les charges, elles se déplacent comme le courant, puisque le courant, c'est un déplacement de charge. D'accord. Hein. OK. Et donc, du coup, si ça, c'est des plans d'antisymétrie, ça veut dire que B, il est compris dans ces plans-là. Mais ça, finalement, ça corrobore simplement le fait qu'ici, on ait trouvé que B, il soit selon BZ, quoi. Hein, puisque tous ces plans-là, ils vont contenir Z. Donc, c'est juste une confirmation, en fait. Ça n'apporte pas d'informations en plus de trouver ces plans d'antisymétrie. D'accord. OK. Par contre, ce qui va apporter de l'information en plus, c'est les invariances. Alors, qu'est-ce qu'on a comme invariance ici? Alors, je vais effacer mes petits gribouillis, là. Qu'est-ce qu'on a comme invariance pour ce solénoïde? Déjà, on a la même invariance que pour la spire. Hein, c'est-à-dire, si on tourne ici autour de l'axe Z, hein, quand on tourne autour de l'axe Z, vous avez beau faire tourner votre solénoïde autour de l'axe, vous ne voyez pas de changement. C'est toujours le même, en fait. D'accord? Donc, on a une invariance par rotation autour de l'axe Z selon l'angle θ. Et d'autre part, comme c'est un solénoïde qui s'étend jusqu'à l'infini, et du coup, quand vous faites une translation selon l'axe Z, vous ne voyez pas de différence non plus. Puisqu'il s'étend jusqu'à l'infini, quand vous le translatez, il continue à s'étendre jusqu'à l'infini. D'accord. D'accord? Donc, on n'a pas non plus de variation par translation selon Z. Donc ça nous dit que finalement, B, il ne va dépendre ni de Z, ni de θ. Donc, il va lui rester une seule dépendance, en fait. Il va dépendre que de R. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire qu'en R, ça va changer, en fait, si on se déplace? Ah oui. Mais- R, c'est la distance par rapport à l'axe. Donc, quand vous bougez par rapport à l'axe, il est possible que vous ne trouviez pas le même champ si vous êtes sur l'axe
ou si vous êtes à une distance plus éloignée de l'axe. Et même, vous pouvez imaginer que si vous êtes en dehors du solénoïde, ça va être encore différent. R, c'est la distance par rapport à l'axe, hein. Donc, ça serait par rapport à... Ah oui, d'accord. Donc si R, on s'éloigne encore, la distance, elle sera encore plus longue. Si c'est plus Voilà, petit. c'est ça. D'accord, Hein, c'est la distance par rapport à l'axe. Donc d'accord, là, pour le coup, on imagine bien que ça peut varier, quoi. Selon qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur du solénoïde, il est possible que ce ne soit pas les mêmes valeurs, par exemple. d'accord. C'est ce qu'on va regarder d'ailleurs par la suite. Alors, c'est ce qu'on va regarder par la suite, mais pas aujourd'hui, Mm. parce qu'il est déjà 16h30. D'accord. OK? Mm. Bon, Monsieur, j'avais juste une dernière question. allez-y. Quand on a un fil en fait à l'infini, Ouais. c'est possible de trouver des plans d'antisymétrie dans ce cas-là? C'est pas possible. On a un fil infini. Ah, attendez, si vous voulez, je peux vous faire un. Donc, on imagine un fil, je ne sais pas, je dessine un fil. OK. Oui, parce que sinon j'ai le cours, si vous voulez, je peux vous faire un partage d'écran pour. Ah, allez-y, si vous voulez. Voilà. Alors, par contre, je vais arrêter le mien. D'accord. Hop. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Allez-y, je vous laisse partager le vôtre. Ah, vous avez désactivé pour nous aussi le partage d'écran. Ah bon? Oui. Euh, Mais sauf que moi, si je partage l'écran, j'ai accès que... Ah. En fait, c'est dans le cours, à partir de champ. Je peux partager que mon écran, moi? Ah, d'accord. Parce qu'en fait, c'est dans le cours, la partie du champ magnétique. Ouais. Pour la symétrie des invariances dans l'exemple, on a trouvé un champ d'antisymétrie. Un plan d'antisymétrie? Oui, selon UR et Uθ. Alors, bon, imaginons, je vais partager, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais partager un tableau blanc. Voilà. Donc, on a un fil. Oui, OK. Donc, on se met en un point quelconque ici, à une certaine distance du fil. Imaginons. oui, Donc, on a UR. Bon, allez, on va imaginer que ici, on a un cercle. Donc, on va avoir Uθ et UZ. Donc, effectivement, ici, on a un courant qui passe comme ça, c'est ça? oui, c'est ça. OK. Donc, effectivement, si vous coupez ici selon ce plan-là, d'accord? Oui, Si vous regardez au-dessus, le courant, il va vers le haut. oui, Et si vous regardez en dessous, le courant, il va aussi vers le haut. oui. Donc, en fait, il va dans l'autre sens. Pour que ce soit symétrique, il faudrait que le courant, il aille vers le bas. Sinon, ce n'est pas un miroir, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'ici, on a un plan Donc, du coup, d'antisymétrie, du coup. voilà. D'accord. D'accord? D'accord. Ah, donc du coup, en fait, faut que, pour que les courants ils soient du même sens, il faut que ce soit symétrique quand même. Pour que les courants soient du même sens, il faut que ce soit symétrique quand Non, même. mais c'est vrai que. Ah oui, donc du coup, en fait, là, le courant, là, pour qu'il soit symétrique, il fallait qu'il soit dans l'autre sens, c'est ça? Voilà. Il faudrait que d'un côté du plan, il soit vers le haut et que de l'autre côté du plan, il soit vers le bas, quoi. D'accord. Là, ça serait symétrique. D'accord, ok. Et là, c'est antisymétrique. Par contre, si vous prenez un plan qui est selon, je ne sais pas moi, UZ/UR, donc un plan qui serait comme ça, hein, qui coupe le fil, enfin qui prend le fil à l'intérieur, comme le courant il est dans le fil, Ah là, c'est un axe de symétrie, du coup. là c'est un plan de symétrie. D'accord. Et Ok. là, du coup, dans le plan de symétrie, B, il est perpendiculaire. Non, Le champ le- magnétique serait oui, perpendiculaire dans la c'est ça. symétrie. Et dans le plan d'antisymétrie, il appartient à ce plan. Ouais. D'accord. Ok. D'accord, merci. Je vous en prie. Bon, je vous souhaite bonne révision pour demain. Oui.
Et puis, bon courage. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine D'accord, pour terminer cet exercice-là sur les solénoïdes. Et puis, on fera ensuite un peu d'induction. d'accord. D'accord? Merci. Je vous en prie, bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir, à Merci, au bientôt. revoir. Au revoir.